Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Pour la troisième vidéo de suite, je parle d'un appareil photo. J'ai d'autres vidéos qui viennent, mais bien évidemment, c'est les vidéos les plus faciles à faire. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos pour ceux qui sont habitués à la chaîne. Il y aura plusieurs tests d'objectifs pour le Lumix, pour le Sony et aussi pour le Lumix, surtout pour le Canon R3. Donc on verra ça, ça peut être vraiment très intéressant. Mais là, je vais m'intéresser au GFX 102. Donc ceux qui viennent sur la chaîne et qui ne connaissent pas la chaîne, les vidéos où il y a marqué annonce dessus ne sont pas des tests. Donc je ne vous vois pas dans les commentaires me dire « Ah bah oui, mais il fait un test sur le GFX 102 ». Je ne fais pas un test. Je parle de hardware de l'appareil photo et de ce qui est indiqué par Fuji en software pour vous indiquer ce que l'appareil photo pourra ou ne pourra pas faire. Ça n'indiquera pas la performance par exemple en autofocus, bien que étant un capteur de nouvelle génération, il devra avoir les mêmes performances que par exemple un XH2 ou un XH2S. Mais voilà, je ne peux pas en dire plus, donc on va vraiment parler ici des spécifications et de ce que je pense de l'appareil photo. Enfin, des caractéristiques, j'aime pas dire spécifications. Et donc voilà, donc premièrement, hop, je vais aller sur mon ordinateur, hop, et c'est pas ce que je voulais faire, donc c'est ça, et là je me remets ici. Et donc on a le GFX 102, je suis allé sur mon petit magasin préféré. Si vous voulez acheter là, ça peut être intéressant, ils ont souvent des promos qui sont assez intéressants, le service après-vente est cool, mais je ne vais pas, comment dire ça, vous faire l'apologie de ce magasin, puisque je ne suis pas payé pour faire de la pub. C'est juste que j'ai de l'habitude d'aller ici, c'est beaucoup plus confortable pour moi de regarder ça là, puisque, voilà, par habitude tout simplement. Donc le boîtier, il coûte 8000 €. Et à ça, il faudra ajouter les objectifs. Donc si on regarde sur les objectifs, qui sont pas très nombreux, déjà, on va parler un petit peu de l'intérêt d'avoir du moyen format. Si vous n'êtes pas habitué, hein, sinon ça vous intéressera pas. Donc on va aller voir ici, hop, plus de critères pour avoir. Alors, Fuji, je vois pas le mieux aujourd'hui possible. Fuji GF, voilà, on va voir ça. Et donc comme vous voyez, c'est des prix qui sont assez élevés, à part l'optique de kit qui est le GF 3570, à savoir que comme on est sur un capteur qui est plus grand que du plein format, on va avoir un 35 mm, ça vous fera à peu près dans les 24, mais quand même le range du zoom 35-70 est plus faible que la plupart des zooms entrée de gamme de, comment dire, c'est à plein format, et ça semble logique puisqu'on est sur du moyen format. Pourquoi je dis ça? On va regarder la taille juste après, mais je sais que c'est pas plus petit que la taille d'un 645, ça devrait avoir le même ratio d'aspect, donc 3,5, donc c'était fait exprès le 645. C'est un appareil photo qui fait de la pellicule 6.6, mais qui fait du 6 par 4.5, donc du format à peu près homothétique à du 3,5. Donc oui, c'est du 3,5 vraiment. Et donc c'est 6 cm par 4,5 cm. Et donc c'est pour ça que j'aime bien cet appareil photo et que je l'ai toujours gardé, même si je n'ai pas gardé tous mes autres argentiques, à part un Nikormat qui précède le FE, qui fait exactement la même chose. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc voilà, si vous voulez voir la gamme qui va être assez intéressante, mais comme vous le voyez, il ne va pas y avoir de très longues focales, bien évidemment, parce que c'est un gros capteur, entre guillemets. C'est un plus gros capteur que du plein format, donc c'est ça l'intérêt qu'il va avoir. Donc l'intérêt surtout, c'est pouvoir faire du plus grand angle avec une plus faible profondeur de champ, puisque le facteur d'agrandissement étant plus faible, donc le crop factor, et ben inversement, la profondeur de champ sera plus élevée, par exemple lorsqu'on sera à 35 mm, mais qu'on sera à la focale dédiée. Et donc voilà. Donc j'attends d'avoir la taille du capteur dans les caractéristiques pour pouvoir vous montrer un peu ce que ça va faire. Et donc voilà. Donc le boîtier coûte déjà un petit peu cher. Mais si vous voulez avoir des bons objectifs avec, ça va vous coûter d'autant plus cher. Mais je sais que certains d'entre vous seront prêts à faire ça. C'est juste que c'est quand même un petit investissement beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé que ce qu'on peut faire avec du plein format. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils disent. More than full frame, donc normal. Ah, et je suis en anglais, donc j'espère que ça vous dérangera pas. Donc 102 mégapixels, ce qui va être intéressant aussi, capteur plus grand. Donc on peut mettre plus de pixels sans avoir de perte de qualité d'image. Et on a le X-Processor 5 qui sont dans les derniers Fuji, donc un meilleur autofocus en vidéo, enfin en photo du moins.
High speed, high speed, pourquoi il dit high speed performance, donc AF. Je pense que comme c'est un moyen format de 102 millions de pixels, en termes de rafale, ce sera pas. C'est quand même 8 FPS, mais je suis pas sûr qu'ils les maintiennent très très longtemps. Hop, voilà, 120. Donc ça c'est assez standard. Hop, je regarde un petit peu ce qu'ils disent là, vraiment pour faire de la pub. Avant de... Pardon, je suis pas du tout au bon endroit. Donc je vais recommencer, bien évidemment. Donc j'étais là, hop. Ici, 8 FPS. Hop. Il y a des beaux exemples, vraiment de beaux exemples. Hein. De ciel étoilé, ISO 80. Donc à savoir que Nikon fait ISO 64 hein, sur ses capteurs plein format haut de gamme. Hop, pixel shift, donc on peut avoir encore plus de millions de pixels, donc au moins 4 fois plus. On a une nouvelle simulation de film sur l'appareil photo. Donc le Reala Ace, ça va, mais mon visage ne vous dérange pas. Donc on a, donc moi, le seul problème que j'ai avec Fuji, c'est que ça ne m'a jamais vraiment intéressé. D'accord, j'ai ma lumière qui s'est barrée. Les simulations de films, parce que bah c'est pas des pellicules au final, mais chacun son avis, hein. Je n'empêche personne d'avoir son avis et d'aimer ces simulations de films. Donc ce sera peut-être pour vous une occasion de plus d'acheter ce GFX 100. Mais moi je prends du RAW et typiquement ça me va. Et donc voilà, on va avoir des spécifications en vidéo qui sont intéressantes, mais on va attendre d'aller dans les caractéristiques pour voir si elles sont vraiment si intéressantes que ça. Voilà, on voit déjà que il y a quand même des choses. Je pensais qu'il y avait vraiment beaucoup de crops différents. Donc déjà, ce qu'on va quand même regarder. Donc en 4K, on est sur le plein format du capteur, mais bien évidemment, il y a des gens qui vont dire que c'est croppé, mais non, puisque c'est le format vidéo. Mais on a toute la largeur du capteur. Par contre, pour faire du 8K, on est obligé d'avoir des petits problèmes qui se passent. Après, je sais pas si c'est oversamplé, je sais même pas si Fuji va l'indiquer dans sa spécification, mais on a quand même du 4K et du 5,8K dans l'entièreté du capteur. Donc en termes de profondeur de champ, ça peut être quelque chose d'assez cool. Et là, par exemple, on est sur un format, je sais même pas si ça fait du plein format en termes de taille. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que c'est du 43. Hop, donc 43 par 32,9. Donc il suffit de faire, hop, donc 36, la longueur du 35 mm. Hop, on va faire ça tout de suite. Hop, j'arrive. 36, hop, divisé par... Je vais y arriver, 43,8, 0,82. Donc, en gros, si on prend le 35 mm de tout à l'heure, 0,82, 35 fois 0,82. Quand vous êtes sur le 35-70 sur ce capteur, vous êtes sur un équivalent 28 mm, donc on n'est pas encore sur du... Et puis voilà, comme je vous l'avais dit, le 645 c'est 6 cm, là on a quand même, comment dire ça, vraiment 16 cm de moins en largeur, donc oui c'est du moyen format, mais c'est pas encore du vrai moyen format comme certains aimeraient l'avoir, mais ça reste une grosse évolution, et au final le prix se reflète là-dedans, parce que même si c'est cher pour un moyen format, le GFX 102 n'est pas très très cher. Hop. Je vais peut-être pas m'attarder vraiment là-dessus, donc on a le F-Log 2, donc très très bon log en termes de dynamique, et même j'aime bien les couleurs qu'il a. Même en termes de... Il a un peu plus de bruit, mais le bruit est beaucoup plus organique que par exemple sur du C-Log 2, donc de caméra cinéma Canon, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Hop. Donc normalement on a 8 stops de... Enfin 8 diaph de stabilisation, donc ça peut être vraiment intéressant, surtout sur un capteur aussi élevé. On a la dalle Sony 9,44 millions de pixels, donc là on a vraiment un viseur qui, lié aux 102 millions de pixels, donnera des détails très très bons dans le viseur. Vous pourrez vraiment voir votre mise au point, et pour moi c'est ça l'intérêt d'un moyen format, c'est d'avoir un viseur qui vous permet de vraiment bien visualiser votre mise au point. Surtout si vous voulez la faire très très précisément lorsque vous faites du paysage, ce qui pourrait être vraiment intéressant avec ce boîtier, ou
même pour faire du portrait. Voilà. Donc on est sur du GFX, on a des trucs assez intéressants. Je trouve que le boîtier en lui-même est plutôt bien fait. Après, il faudrait l'avoir entre les mains pour voir si c'est vraiment intéressant, hein. Contrairement à d'autres boîtiers, on voit directement si c'est bien ou pas bien. Là, on va avoir certaines molettes. Donc on a une molette là, une molette devant. On a l'iPhone ici. On a le bouton d'autofocus qui est revenu bizarrement, parce qu'il n'était pas sur le XH2 ou le XH2S. Hop, et qui est sur le Panasonic S5. Hop, et donc, voilà. Je vais essayer de voir si je peux avoir un peu plus d'image du boîtier au-dessus, ce qui n'est pas sûr. Et on passera aux caractéristiques techniques. Hop, non, on va pas voir vraiment. Est-ce que dans c'était ça overview? Ok. Donc, spécification. Donc l'écran n'est pas orientable, enfin il est orientable mais que en vertical, donc c'est vraiment beaucoup plus adapté pour la photo. Donc voilà, on est en monture G. Le capteur, comme il est indiqué, fait 43,8 par 32,9. C'est fait par Sony de 102 millions de pixels avec le système de nettoyage. Je ne sais pas si c'est plus efficace, mais ça n'a jamais été vraiment parfait. Et c'est peut-être déjà là où il va y avoir des petits problèmes. Donc on a, hop, on n'a pas que de la carte SD là-dessus. Attends, oui voilà, on a une CF Express. C'est assez bizarre en fait, parce qu'il n'indique pas les ports. Donc on a une SD et une CF Express de type B. Donc les cartes les plus intéressantes, hein, je le rappelle. Arrêtez de dire que les SD c'est mieux, parce que maintenant des CF Express, on en trouve des à 512 Go qui coûtent moins cher que des 128 SDV90. Et voilà, ce qui fait surchauffer l'appareil photo, encore une fois, c'est le débit et pas la carte. Parce que la carte peut faire plus, donc on lui demande plus. C'est un fabricant d'appareil photo ou de caméra va se dire je vais prendre une CF Express de type B, c'est parce que ça peut en faire plus qu'une SD. C'est pour ça que l'appareil photo surchauffe au final. C'est pas parce que c'est pas une SD qu'il y a dans l'appareil photo. Donc arrêtez de penser comme ça, c'est ridicule. Voilà. Donc on peut enregistrer apparemment aussi sur SSD, ce qui pourrait être vraiment intéressant, après à voir s'il y a des restrictions photo en vidéo, hein, parce qu'il y a toujours des fabricants pour en mettre. Par exemple, ce que j'avais pas dit, je crois, si je l'avais dit sur le ZF, on ne peut pas enregistrer la vidéo sur les deux cartes. Mais là, je pense que, comme sur tous les Fujifilm, on peut faire ça. Donc on a un port SD, c'est un petit peu compliqué, je pense, sur un 102 millions de pixels. Donc il a toutes les normes UHS 2, donc UHS 1 et tout ce qui va avec, donc à savoir les exFAT, FAT32, FAT16 et FAT4, FAT8, je sais plus si mais bon, c'est pas forcément très intéressant à savoir. On a jusqu'à V90, donc la norme la plus rapide de SD, et en CF Express de type B, et comme il n'y a pas vraiment de norme dessus, eh ben, on peut aller jusqu'à l'infini. Après, il faudra bien évidemment, comme c'est un appareil photo récent, eh ben, savoir si toutes les cartes marchent, mais voilà, c'est genre avec des firmware, je pense que ça viendra au final. Donc on a plein de petits formats, tac tac, donc ça c'est les normes. C'est bizarre qu'ils aient mis des CF avec JPEG, AIF et RAW, puisque ça c'est vraiment, tu vois, ça indique juste la norme des fichiers qui sont faits. Donc on a du JPEG, du AIF, du RAW et du TIFF, TIFF 8 bits et TIFF 16 bits, mais le RAW peut directement aller en 16 bits. Donc à quoi bon faire du TIFF, parce que, à moins que ce soit bien fait par l'appareil photo, je pense qu'il n'enregistre pas les infos de la caméra, de l'appareil photo, alors que le 16 bits RAW est censé le faire. Après, ce qui est intéressant avec le TIFF, c'est qu'il est directement possible de l'ouvrir dans des logiciels tiers, contrairement au RAW qui va être spécifiquement lu par tout ce qui aura eu la caméra entre les mains. L'appareil photo, je sais pas pourquoi je dis caméra, mais voilà. Donc on a 4 tiers. Ah, donc c'est un capteur 4 tiers au final, si je me trompe pas. Voilà, donc je me trompais, c'est pas, contrairement à ce que je parlais. Donc voilà, je vous ai introduit un 645, ça n'est pas du tout du 3,5 mais du 4 tiers, même si on peut faire du 3,5 en ayant un nombre de mégapixels qui est légèrement plus faible, mais bien évidemment, comme d'habitude, si vous voulez avoir toute la qualité d'image disponible et tous les crops disponibles, je vous engagerai à faire du 4 tiers, mais vous avez tout ce qui est disponible ici. Hop, en sensibilité, comme ça, on est sur un capteur 102 millions de pixels, mais on a quand même accès à ISO 12400 en étendu.
Ah oui, on est en étendu. On a quand même 3 ISO étendus, ce qui est assez bizarre parce que normalement ça s'arrête à 2, donc à voir si la qualité est bonne, mais normalement le capteur va de 80 à 12 800, ce qui m'étonne pas pour un 102 millions de pixels au final, même si on est sur une densité de pixels qui est plus faible que certains appareils photo plein format, comme par exemple le A7R5, voilà, qui est à 60 millions de pixels sur du plein format. D'ailleurs, je suis même pas sûr, puisqu'on est que sur 43,8. Il faudrait que je réévalue mes unités de mesure un jour pour vous expliquer ça. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, voilà. On a l'habituel, les choses comme les mesures en multi, donc 256 zones. Donc, on a tout ce qui va être là. Je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Donc, on a le mode PSAM. Hop. C'est des choses qui peuvent être intéressantes pour certains, mais dans la moyenne générale des gens, ils vont pas le voir dans leur mode auto que l'appareil photo n'est pas capable de voir certaines choses. Donc je vais pas vraiment rester trop longtemps là-dessus. Donc voilà, SIPA Base 8, diaph de stabilisation. Donc ça devrait être vraiment très très bien avec un GF63, donc l'équivalent d'un 50 mm. Hop. Obturateur plan focal de standard qui va jusqu'à un 4 millième de seconde. Voilà. En électronique, on va jusqu'à un 32 millième. Je ne sais pas si le rolling shutter permet de faire des trucs intéressants. On est quand même sur un capteur 102 millions de pixels qui est vraiment très très grand. Donc je pense que le rolling shutter sera quand même assez important. Et il faudra prendre ça en compte en vidéo. Par contre, pour vraiment mesurer ça, je vous engage à regarder des vidéos là-dessus. Ce sera beaucoup plus intéressant que ce que je dis au final. Donc voilà, on a toujours ce mode très intéressant chez Fuji et qui est aussi chez Panasonic, d'avoir la possibilité d'avoir une hybridation entre son obturateur mécanique qui va que jusqu'à 1 4 millième de seconde et l'obturateur électronique qui va jusqu'à un 32 millième de seconde. Donc si on veut aller au-delà d'un 4 millième et qu'on n'a pas peur de passer en obturateur électronique, mais qu'on veut quand même le fait de ne pas avoir de rolling shutter avant un 4 millième, et ben on peut utiliser le mode où on a les deux. Voilà. Donc c'est quand même pas mal du tout. Donc on a plein de trucs. Ah oui, voilà. Continu électronique 7,8 fps, 8,7 fps, j'ai lu à l'envers. Donc 1000 JPEG, 1000 RAW, 1000 RAW compressé. Comment ça c'est possible avec, c'est avec la CF Express de type B, à mon avis, c'est une CF Express de type B qui envoie. Hein. Mais si vous voulez faire de l'enregistrement redondant en photo, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, puisque la SD sera incapable de supporter 1000 photos. Hein. Je vous le garantis tout de suite. Hein. Sur mon R3, bon, il fait 30 images par seconde à 24 millions de pixels. Le R3, sur la carte la plus rapide des SD, je rappelle, c'est la Angelbird V90, si vous voulez l'acheter, puisqu'elle fait 260 MO par seconde en vitesse d'écriture basse, donc ça passe au-delà du V90. Et ben, je suis à 400 images. Là, 1000 images en 102 millions de pixels, je pense que ça ne passe pas. Personnellement. Donc voilà, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de référence sur la façon de faire. Voilà. Si, voilà, j'avais raison. Heureusement que c'est marqué. Donc, nombre de frames de vues enregistrées sont calculés sur base de CF Express de type B avec un départ à froid. Donc ça veut dire que quand il fait chaud, la carte supporte beaucoup moins la rafale, donc voilà. Et en plus, c'est CF Express de type B, mais on dit pas laquelle, parce que moi, celle que je trouve intéressante, c'est celle qui ont 800 MO par seconde de vitesse de base. Mais pour atteindre ça, je pense qu'il faut quand même un petit peu plus, donc des cartes qui vont coûter beaucoup plus cher, hein, à savoir que une CF Express qui peut faire tous les enregistrements vidéo de cet appareil photo là, donc les 800 MO par seconde, ça coûte 200 et quelques euros. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, ça coûte le prix d'une 128 Go V90. Donc, pour moi, les CF Express de type B, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais bon, voilà. Donc, on a tous les modes habituels, donc drive mode, blablabla. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Vous avez aussi marqué, vous avez juste à aller sur fujix.com. Donc, moi, j'ai juste cherché Fuji GFX 102, donc ça devrait être facile à trouver. Hot shoe. Voilà. Donc le viseur, toujours un sujet que j'adore,
donc un 0,64 inch OLED, donc voilà, ça c'est les caractéristiques de la dalle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 9,44 millions de pixels sur une dalle plus grande. Donc en fait, on a une meilleure, un meilleur ratio aussi avec le bruit et la qualité d'image. Donc c'est ça important, qui est important. Mais du coup, il faut des verres de visée qui sont un peu plus intéressants. Donc c'est pas forcément, censé donner de meilleurs résultats que des viseurs un petit peu plus petits. Donc c'est 100%, c'est normal vu qu'on est sur un hybride. Donc on a un eye point qui est de 21 mm, ce qui est standard. Hein. Donc c'est en gros l'endroit où vous posez votre œil et vous voyez l'entièreté de l'image. Mais comme en fait le viseur du GFX 102, comme par exemple le Panasonic S5 II, est assez éloigné du boîtier, ça se voit pas. Enfin, c'est quand même de qualité parce que vous pouvez facilement poser votre œil. Tandis que si vous avez un eye point qui est très petit avec un viseur qui est contre le corps, ce sera très très dur de voir l'entièreté de votre viseur. Ce qui est bien, c'est que je l'ai en anglais, donc j'arrive pas à dire le mot en français, mais j'espère que vous aurez compris ce que je dis. Donc on est à... Waouh, c'est une magnification de 1,0. Donc le viseur est génial. Hein. C'est genre Sony avec la même dalle fait 0,90. Eux, ils ont décidé d'aller directement sur 1 avec un 50 mm. Donc en gros, vous voyez dans le viseur exactement ce que voit dans la taille du capteur, c'est votre appareil photo. Donc là, c'est très très grand. Et c'est vraiment très très cool. C'est vraiment très très intéressant. Parce que si vous ne le saviez pas, hein, c'est par rapport normalement à la taille du capteur. Donc là, ce que j'espère, et là où je ne me trompe pas, c'est que ce soit 1 par rapport au capteur natif du GFX 102 et pas le 35 mm, parce qu'aujourd'hui, tout se base sur le 35 mm. Alors qu'avant, sur les réflexes, ça se basait sur la taille du capteur de l'appareil photo utilisé, puisque c'était directement un reflet de ce que renvoyait votre miroir. Parce que par exemple, un APS-C avec 1 était toujours plus petit que par exemple un plein format avec 0,74, comme fait Canon aujourd'hui sur ses hybrides. Donc moi je pencherais au final plus sur 35 mm, mais ça reste quand même vraiment très très confortable à voir au final, et je suis content qu'ils aient apporté ça au final. Fuji, ça sera un viseur très très confortable. Donc un moniteur LCD 3,5, pourquoi ils n'ont pas récupéré un 4 tiers, puisque je vous le rappelle, avant tous les écrans étaient en 4 tiers. Ils n'ont pas pris la peine de demander à Sony un écran 4 tiers, où ça se trouve ça va coûter plus cher. 2,36 millions de pixels, c'est totalement confortable. Ça aurait pu être mieux vu le prix de l'appareil photo. Hein. Canon a 4 millions de points, je rappelle, sur son R3, mais ça reste quand même assez confortable. Voilà. Donc les enregistrements, on a du MOV. Hein. Le MOV, je rappelle, c'est une extension comme l'Apple ProRes. Donc si vous voyez H264 ou machin, comme c'est une extension, ça ne dit pas ce qu'il y a dedans. C'est plutôt une question de compression et de ce qu'on peut faire avec. Par exemple, le MOV et l'Apple ProRes, ils vont contenir du LPCM en audio. Donc c'est de l'audio non compressé, contrairement à souvent le MP4 qui fait de l'AAC. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir nativement du 24 bits là-dessus, ce que peut faire le AAC, mais souvent il ne le fait pas de base. Par exemple, les Canon ne font pas au-delà de 16 bits, tandis que quand vous êtes en MOV ou en Apple ProRes sur ces appareils photo-là, comme sur le XH2, et comme je le suis là sur le Panasonic, on se retrouve avec, donc, 24 bits audio LPCM, et là on sera sur du AAC en général, mais je pense que c'est du AAC là-dessus, et donc c'est assez intéressant. Voilà, c'est marqué dessus, du coup, c'est comme le port salut. Et donc ce qui est intéressant, c'est pas que le 16 bits soit mauvais, c'est que en latitude d'enregistrement, si vous avez un micro qui est mal réglé, le 24 bits pourra toujours plus facilement vous rattraper, et donc au final, plus vous êtes haut en nombre de bits en audio, plus ce sera le meilleur. Donc on a LPCM, donc Linear PCM, comme je vous l'ai indiqué, et donc on est bien en AAC ici. J'aime bien, dire des trucs alors que c'est marqué au final. Et donc voilà, donc on va avoir des choses intéressantes. Donc je sais pas s'il y a l'H265 en mauve, à savoir que on a du HEVC H265 en linéaire LPCM, donc
pour moi, au niveau de bruit en tout cas, c'est l'enregistrement qui sera le plus intéressant. Mais le ProRes sera beaucoup plus flexible avec votre ordinateur, moyennant beaucoup plus de taille de fichier, parce que ce que fait le H265, qui est le codec MPEG, enfin le codec du MPEG-H, eh ben, c'est qu'il est beaucoup plus compressé avec une meilleure qualité, donc du coup en termes de bruit, et qui peut avoir, comment dire ça, un nombre de mégabits par seconde beaucoup plus élevé à un niveau égal par rapport à d'autres compressions. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est pas parce qu'on est à 100 mégabits par rapport à de l'H264 que c'est la même qualité, c'est plus élevé. Mais ça reste quand même un des codecs les plus difficiles à lire pour un ordinateur. Donc si vous n'avez pas des logiciels à jour ou un ordi qui envoie du pâté, le H265, si c'est pas du H265 Sony à 100 mégabits par seconde, ça va quand même faire mal. Mais ça reste quand même le codec de l'avenir. Mais le ProRes est plus pro aujourd'hui et est beaucoup plus facile à lire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a du HQ, du 4.2 et du 4.2 LT. Le LT étant celui qui a le moins de mégabits par seconde. Et donc c'est quelque chose de quand même assez intéressant, je trouve, d'avoir tout ça. Fuji, bravo depuis le X-H2S d'avoir fait ça. Et donc on va rentrer là-dedans pour voir tous les détails. Donc comme d'habitude, on a 720 mégabits par seconde, 360, 200, 100, voilà, vous pouvez le lire. Sauf que eh ben, ils ont décidé que ce serait la même chose lorsqu'on est en HD. Ce qui ne sert absolument à rien. Parce que suivant le sampling du capteur, vous n'avez aucun intérêt à avoir, par exemple en HD, tout ça là, jusqu'à 100, ça ne sert absolument à rien. Parce que, s'il n'y a pas d'oversampling ou quoi que ce soit, de toute façon, les détails sont perdus dans line skipping ou quoi que ce soit. Donc, essayer de récupérer de la qualité d'image, c'est sûr que ce sera moins mauvais. Mais au-delà de ça, les données ne seront pas prises. Parce que du 720 mégabits par seconde, c'est clairement au-delà de ce que contient les informations du Full HD. Donc ne le faites pas. Et donc c'est plutôt jusqu'à dans les 4K que vous pouvez mesurer l'intérêt d'avoir c'est du 720 mégabits par seconde, même si je vous conseille pas de faire ça parce que ça prendra énormément de place. Donc c'est pas tout le temps intéressant. Comme vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est quand on tombe dans le 4K, donc avec ratio cinéma et ratio Ultra HD, pardon, vous avez du 60 images par seconde, donc c'est sûrement dans le format natif du capteur, puisqu'il n'y a pas indiqué de contre-indication, donc c'est plutôt pas mal. On verra les petites étoiles juste après, parce que ce qui est un peu bizarre, c'est que celui qui a fait, et c'est souvent le cas hein, dans ces fichiers, n'a pas mis les étoiles sur, donc il va falloir essayer de deviner à quoi correspond tout ça. Donc voilà, on a du 8K, mais comme on l'a vu, c'est pas du format natif, donc c'est du crop, et c'est pas marqué ici, le crop n'est pas marqué, pardon, mais on a toujours le ratio 17 neuvième, 16 neuvième, hop, on a du 2,76, donc c'est encore plus étiré, oui. Par contre, on n'a pas, à part en 4,8K, on n'a pas de, c'est même pas de l'open gate d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Alors, je pense savoir ce que Fuji a fait, ils ont essayé de reconvertir tout ce qu'ils avaient fait pour le X-H2S. Donc, on aurait pu avoir du 5,6, mais on l'a pas. On a du 5,8K, donc qui couvre tout le capteur, mais en 2,35. On a de 5,4 en 17 neuvième, donc voilà, ça correspond puisque c'est un capteur 4 tiers. Sauf que là, d'avoir du 4 tiers, en pseudo open gate, ce qui n'est pas le cas puisqu'il faudrait que ce soit du 8K, ou un peu moins que du 8K, du 7, je sais pas combien de K, et bien là on a ce 4,8 en 3,5, donc c'est tous les enregistrements vidéo, je dis pas qu'ils sont pas intéressants, mais ils sont assez confus, un peu bizarres, donc à part si vous utilisez que du 17 et du 16 neuvième, là vous êtes garanti d'avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, 17, 16, 17, 16, et c'est les seuls, même en Full HD, à faire, Panasonic ne le fait pas, à faire un format Full HD. Donc ça n'existe pas, hein, Full HD 17 neuvième. C'est un format totalement inventé par Fuji, mais on pourrait dire que c'est comme de la vraie 4K, de la vraie HD, mais ça n'a jamais existé, de la vraie Full HD. Mais on a quand même un format qui est homothétique à celui du 17 neuvième 4K, donc qui est assez intéressant.
Et voilà, donc on va regarder toutes les petites contre-indications des petites étoiles qui sont indiquées ici. Donc, voilà, le mode dépendant du format de carte. Oui, bien évidemment, lorsqu'on a un 8K, je pense qu'on ne peut pas prendre ça sur la SD, ça semble logique. Voilà, suivant votre nombre de mégabits par seconde, je pense que votre SD, elle va mourir si vous... Enfin, elle va mourir, elle va... Je sais pas si chez Fuji, si je crois que chez Fuji, on peut prendre le fichier, enfin, prendre son mode d'enregistrement, essayer, et la carte, elle vous dit non, c'est pas possible. Alors que par exemple, Sony vous indique que ce sera totalement pas possible, mais voilà, donc, sur les cartes, et bien évidemment, ils vous disent pas les cartes directement. Use CF Express Type B hors SD UHS classe 3. Donc je m'étais trompé la dernière fois, les classes 3, c'est les dernières normes UHS. Parce que je dis oui, mais c'est basique classe 10, machin. C'est pas ça. Nanana. 60 ou hors ailleurs. Ah ouais, tu peux faire du 300, mais ça doit dépendre aussi du format. Hein. 100 mégabits, classe. Encore une fois, ça doit aussi dépendre du format. Le choix du bitrate, oui, parce qu'il y a certains... Alors, je sais pas s'ils ont été intelligents, ils ont fait ce que je vous indiquais, alors enlever certaines choses, mais s'il indique là, ce serait bizarre qu'ils ne le mettent pas. Ou s'ils l'ont fait, c'est n'importe quoi. Oui, alors, en fait, il y a tout ça, mais en fait, il n'y a pas tout ça. En gros, c'est ce que vous dit Fuji là. Non, mais en fait, on a mis tous les bitrates. Mais en fait, c'est pas ça. Ok. Voilà, et les codecs Apple ProRes ont leur propre bitrate, donc voilà, c'est encore une fois assez intéressant, qu'on ne voit pas ici. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Parce que sur le XH2, on voyait tout le bitrate. J'ai encore mon bouquin, puisque j'écris toutes les spécifications techniques, enfin les caractéristiques techniques des boîtiers que je teste, voilà, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Apple ProRes, un CF Express de type B. Je crois qu'il pouvait faire du SSD. C'est moi qui ai mal compris. Bitrate, voilà, il n'est pas sélectionnable, ou il faut sélectionner l'Apple ProRes dédié. Comme short depending on the temperature. Voilà, donc le boîtier peut surchauffer. C'est ce qui est indiqué ici. Donc on a tous les modes de simulation de film, donc tous les modes habituels, ProVia, Velvia, Astia, Classic Chrome, le nouveau Realize, ProNeg High, ProNeg Standard, Classic Neg, Nostalgique. Ne me demandez pas ce que j'aime comme... comment dire ça, comme simulation. Je prends Eterna et c'est fini. Peut-être en noir et blanc, je peux trouver des trucs intéressants, mais sinon. Donc voilà, on a tous les effets ici, blablabla. On a le mode dynamique qui touche l'héros. Donc si vous voulez avoir ça comme effet sur l'héros, vous pouvez vous en servir. Et si vous ne le voulez pas, ne le faites pas du coup. Parce qu'elle n'allait pas vous dire, non mais de toute façon, tout ce que je retouche, ça n'a pas d'effet sur l'héros. Chez Fuji notamment, si. Certaines choses. Et... comment dire ça? Suivant ce que vous utilisez, je sais que par exemple, moi j'utilise l'Eterna quand je prends des photos avec un Fuji parce que le réglage de base, enfin le profil Eterna va sur mon RAW et comme ça je peux retoucher à peu près comme j'ai pris la photo. Voilà. Donc on va pas avoir beaucoup plus de trucs. Donc on a la batterie du XH2 qui était introduite dans le XT4. Donc ça a l'air de plutôt pas mal marcher. À 60 images en 8K, c'est chaud un peu quand même. 60 minutes aussi en 4K, c'est pas beaucoup. Full HD 80, ouais, c'est pas énorme. Je pense que les performances du boîtier doivent être assez intéressantes parce que si la batterie dure si peu de temps, c'est qu'il n'y a pas de, de façon de gérer l'énergie comme fait Sony, à enlever de la définition dans le viseur lorsque vous prenez des photos ou avoir des modes d'économie d'énergie qu'on ne voit pas forcément. Là, le boîtier doit envoyer le pâté parce que pour faire juste 60 minutes, ça fait pas beaucoup. Alors peut-être que les 100 millions de pixels font que... Mais il y a deux appareils photo qui s'en sortent différemment. Bon, pas mon Lumix S5 II-X. Voilà. On va rentrer maintenant. Donc c'est bien ça.
Maintenant, on peut rentrer dans les modes vidéo et voir ce qu'il y a de vraiment intéressant ou pas avec. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la vidéo du Fujifilm GFX 102, c'est ici qu'il va falloir regarder. Donc on a du 8K 16 neuvième, 8K 17 neuvième. Donc ce qui change bien évidemment, c'est que on va avoir une largeur plus grande sur le 17 neuvième, puisque le ratio d'aspect est plus large, donc il y a moins en haut et en bas. On va avoir plus de bandes noires si vous préférez. Hop, donc le ProRes, on est à 3520 mégabits par seconde. Donc on est à 3,5 gigabits par seconde, ce qui est pas mal du tout, hein. Et même en ProRes LT, on est quand même assez élevé. En H265, voilà, c'est ça qu'il disait, c'est qu'il y a des modes où on peut pas aller en dessous. L'H265, on peut pas passer en dessous de ça lorsqu'on est en All Intra, que ce soit 4.2.2 ou 4.2.0. Dans l'H265, Longop, donc la version un peu plus légère, donc qui devrait prendre moins d'espace disque, mais qui du coup, en gros, il n'y a pas d'interframe, donc en fait, il calcule certaines images ou quand il y a du mouvement, et sinon, il vous fait une espèce d'image fixe, et il n'y a que certaines choses qui sont calculées, donc vous n'allez pas enfin, si vous bougez, par exemple, sur mon plan fixe, si je bouge là, donc même si je suis en all intra là, donc on s'en fout, mais en gros, en long up, si l'arrière-plan bouge pas, en fait, après l'enregistrement, ça deviendra une image fixe. Et il n'y a que moi qui vais bouger dans le cadre et qui vais prendre de la place sur le fichier. Le problème que ça pose, le long up, c'est bien évidemment que quand on n'a pas les images, lorsque on fait un cut entre deux images fixes, enfin deux images enregistrées sur le log-up, et ben, on est obligé d'avoir le logiciel qui, comment dire, ça reconstruit les images, et donc c'est ça qui fait que on peut avoir plus de problèmes au montage qu'avec de l'All-Intra qui, naturellement, ayant toutes ces images étant du coup beaucoup plus épais, et ben, lorsque vous coupez, vous n'avez aucune baisse de performance, et c'est bien pour tout le monde. Voilà. On a aussi ce que fait l'HDMI, parce que j'ai jamais compris. Voilà, j'ai jamais compris comment marche un Fujifilm de ce côté-là. 8K, ProRes, Full HD, en HDMI externe. Pourquoi? Là, on peut faire du 4K lorsqu'on sort ça. Là, on sort même pas ça, on doit sortir ce que veut bien sortir l'enregistreur externe. Mais voilà. Donc voilà. Le crop, il est de 1,51 quand même, hein. Le crop est de 1,51, donc tout à l'heure on avait vu que c'était 0... Je vais ressortir. Je vais essayer de voir le crop que ça fait. Pour passer du plein format, je vais faire l'inverse, donc 43,8 divisé par 36. Donc le crop, non c'est pas 26, pardon, excusez-moi, je me suis fait une fausse joie, 36. Donc le crop de, si on passe de ce format-là au plein format, c'est 1, le mec il sait pas, il y passe, est-ce qu'il a... C'est 1,21. Donc là, comme on a 1,51 en crop factor, ça veut dire qu'on est plus vers de l'APS-H que sur du plein format. Donc c'est un petit peu dommage, hein. C'est du 8K, certes, mais ça fait un peu comme... donc on va pas lui en reprocher, hein, puisque le A7R5 fait un peu la même chose. On n'est pas sur du plein format, on est sur quelque chose d'un petit peu plus petit. On n'est pas sur de la PSC, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus élevé. Mais si vous voulez du 8K, ce ne sera même pas du plein format. Voilà, il faut vous le dire. Donc le crop factor sera un petit peu élevé, hein, lorsque vous utilisez vos petites optiques dessus. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec le crop factor, c'est que par rapport aux optiques... Attends, est-ce qu'il faudra... Oui, parce que c'est 1,51 par rapport au format de l'appareil photo. Donc, vous ne pouvez pas multiplier ça par votre focale, au final. Ce qui est un petit peu étrange. Enfin, bref. Donc, voilà. Le DCI 8K, c'est 1,42 parce que c'est de la diagonale. Mais en théorie, c'est quand même toujours plus que le plein format. Donc, voilà, je vous laisse voir tout ce qu'il y a. Donc, ici, on est encore super élevé. Encore la même chose ici, encore la même chose là. Et oui, c'est du 4K alors qu'on est en 8K, enfin bref.
commence un petit peu à me fatiguer, la grosse lumière. Hop. On a de la... on a de l'anamorphique 8K quand même. Ça veut dire quoi ça? Du 2,76. Mais c'est bizarre. C'est directement desqueezé. Parce que ça c'est... Parce que le principe, c'est le principe de... Si vous ne le savez pas, le principe quand même de faire de l'anamorphique, c'est d'avoir un capteur qui... Enfin, l'enregistrement de capteur le moins large possible pour pouvoir avoir un ratio d'aspect qui soit correct après. Si on a directement 2... Si on est directement en 2,76, c'est bizarre. Mais ce qui est bizarre en plus, c'est que c'est pas indiqué dans les enregistrements de base. Donc ça, c'est à vérifier. Ça, je pourrais pas vraiment m'étendre là-dessus. Mais on a le même genre, donc on a un bit. Voilà, ça tend à... C'est bizarre. Est-ce que c'est juste le ratio anamorphique? C'est juste pour le style? Parce que, à mon avis, il fait pas d'anamorphique cet appareil photo. Enfin bref. Donc on a un format de 2,76, on va plus l'appeler comme ça, qui va avec un débit moins élevé, puisqu'on a moins en hauteur, comme vous le voyez ici. C'est pratiquement... C'est un quart moins élevé. Hop, pardon. Hop. Ciné 5,8K, donc 2,35. Voilà. Donc c'est un haut et voilà, c'est juste des nomenclatures, c'est pas vraiment de l'anamorphique. Hop. Donc on a les mêmes bizarreries, à savoir que là on avait 1,24, ce qui est pas mal, puisque 1,24, enfin faut se méfier, puisque 1,24 ça reste, à mon avis, la diagonale. 1,0, donc là on est maintenant avec le 5,8K, maintenant vous savez quand même que vous êtes sur le plein format du capteur. Après, je peux pas dire si c'est oversamplé, puisque ça n'a pas l'air d'être indiqué. On verra en dessous, j'espère, si c'est indiqué. On a du 5,4K, hop, en 17 neuvième, donc le 4,8K comme on l'a vu en 3,5, donc avec des débits assez confortables, et ça reste utilisable, donc voilà, toute la partie 4K et 5K pour moi, pour filmer, c'est intéressant, même si l'appareil photo est quand même assez cher au final. Mais enfin moi, si j'avais l'argent, l'argent et l'utilité et le fait d'être payé pour utiliser cet appareil photo, hein, c'est surtout ça le truc. Ça me dérangerait pas du tout d'utiliser l'appareil photo, hein, pour dire que je l'aime bien, et c'est pas parce que je critique des choses que je trouve pas ça intéressant. L'amorphique. Bah voilà, tout ça par exemple, ça c'est vraiment de l'anamorphique. Donc pourquoi je me retrouve avec ça, qui ne va pas du tout pour faire de l'anamorphique, et là j'arrive ici, on a un ratio qui est complètement bon, du 1,38, parce que voilà, on a très peu de différence entre l'horizontale et la verticale, comme ça on peut étendre beaucoup plus facilement. C'est ça le problème, c'est ça l'intérêt, c'est que l'anamorphique, ça vous écrase, et après vous le stretcher. D'ailleurs, il faudrait que je teste ça sur le S5 Mark IIX. Donc, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus encore une fois. Je continue à essayer de faire du blablabla. Encore une fois, on est sur du 1,24. C'est bizarre, hein, ces crop. Hein. On passe de 5,8, 5,4. Voilà. Donc en fait, en gros, ce que je crois comprendre, ouais, on va le voir ici. Quand il fait ça, il se rapproche plus de la largeur du capteur, enfin tel qu'il peut la prendre, même si il oublie des pixels, ou s'il fait de l'oversampling, c'est intéressant. Mais là, quand on modifie le ratio d'aspect, il va plus se recentrer au milieu et garder la verticale qu'il avait avant. Voilà. Alors, on a un peu de différence entre ces verticales-là, donc en fait, vous perdez de l'horizontale. C'est pour ça que le ratio d'aspect, pas le ratio d'aspect, c'est pour ça que l'agrandissement, eh ben, il change, le crop factor devient plus élevé parce que on se recentre sur le capteur au final. Donc c'est un appareil photo qui est vraiment très étrange, hein, en vidéo. Ça va demander, encore une fois, à mon avis c'est encore pire que ce que faisait la 7R5, puisqu'au moins la 7R5 avait la décence de faire que du 16 neuvième. La décence. C'est moins compliqué, on va dire ça comme ça. Là, on a plein d'options, mais il faudra vraiment faire attention à se dire, oui, mais voilà, on a du crop. Après, je dis ça, mauvaise langue, parce que le S5 II fait un peu la même chose, puisque je l'ai montré dans le test, il y a des formats
comme le 5,8K, qui sont plus recentrés sur le capteur et qui ne prennent pas toute la largeur de celui-ci. Donc c'est pas que le Fujifilm GFX 102 qui fait ça. Hop, DCI, donc on est... Ah, en DCI, on est quand même avec un petit crop dessus. Ok. Ah, ils utilisent de l'anamorphique. Pourquoi ils font ça? Enfin bref. Il y a plein de trucs, genre, c'est pas expliqué, c'est pas clair du tout. Alors, je ne doute pas que lorsqu'on a un spécialiste de ça, mais même beaucoup de gens faisant des vidéos, ils devront faire des recherches pour voir à quoi ça correspond. Donc voilà, high speed. Donc ça, c'est le mode équivalent SNQ, je pense. On peut faire du 120 images par seconde. En 4K. Non, en 1080p. On peut pas le faire, en 4K. Output HDMI. Ok, donc on a tout ce qu'on peut faire. 30, 24, 24, 30, 30, 30. Voilà, en 4K on peut faire jusqu'à 60 images par seconde, sans crop additionnel, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Full HD, 120, hop, 8K 16.9, donc ça serait étonnant qu'on n'ait pas Save Express, bitrate, nanana. Oui. Ou quoi? With Black Band? Non. Ah. Output is 16. Quoi? Pardon? C'est quoi ça? Alors ça, j'espère que c'est pas partout. Hein. Parce que ça, mon Dieu. Quand le 16 neuvième n'est pas activé, le ratio 16 neuvième est appliqué avec des bandes noires. Ça veut dire quoi ça? Ça veut quand même pas dire que... Oh non, ça veut quand même pas dire ça. Mais en plus, ça n'explique pas... Est-ce que c'est que sur l'enregistrement HDMI? Est-ce que c'est tout le temps? Parce que ce que ça veut dire, c'est que si vous faites du 17 neuvième, vous allez quand même être en 16 neuvième avec des bandes noires. Ce qui est ridicule. Enfin bref. Encore une fois, Fuji est vraiment pas clair du tout dans ce que dans ses comment dire ça, dans l'application. Donc il faudrait évidemment l'appareil photo entre les mains pour vérifier plein de choses dessus, ce qui n'arrivera certainement pas. Si un jour je l'ai entre les mains, je serais très très content, hein, parce que ça a l'air d'être un monstre. Et même si c'est un peu confusant, ça serait très amusant de faire des tests là-dessus, hein, je le dis. Oui, puisque même si c'est fatigant, c'est toujours assez intéressant, même sur le S5 Mark II, de trouver des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses intéressantes. Donc voilà, je vais rester là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire, il n'y a même rien à dire de plus. Donc, que dire de l'appareil photo au final? Donc, en termes de moyen format, à part ce qui se fait chez Hasselblad, bah, c'est vraiment un super appareil photo, il n'y a rien à dire, on a une très bonne dynamique, on a maintenant en plus en vidéo, j'en ai pas trop parlé, parce que c'est pas trop bien avant, ce F-Log 2, donc ce sera toujours quelque chose de vraiment cool, et on a plein d'enregistrements différents, on a de la 8K, mais on a des formats un peu plus pour faire de l'anamorphique et tout ça. Comme je vous l'indiquais, les seules choses qui m'inquiètent un peu, c'est la façon dont tout est arrangé ensemble, les petits détails. Ça se trouve, ce qui est expliqué n'est pas vrai, ce qui est souvent le cas chez Fujifilm, donc c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Mais l'appareil photo, pour moi, il vaut complètement le coup. Hein. Si vous aimez faire du paysage, alors par exemple, c'est pas l'appareil photo que vous utiliserez pour faire de l'animalier. Vous aimez faire du portrait et filmer aussi avec des optiques assez exceptionnelles. Après, je ne sais pas si elles sont vraiment optimisées pour faire de la vidéo. Fujifilm dit que la stabilisation est à 8 diaphragmes, donc ça devrait être mieux que tout ce que Fujifilm a fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que les 8 diaphragmes se reflètent uniquement en photo, ou est-ce que la stabilisation est vraiment meilleure, parce que Fuji n'a jamais été très bon en stabilisation, que ce que font les XH2 et XH2S. Ça reste à voir. Donc pour la plupart d'entre nous, 8000 €, ce ne sera pas un appareil photo utilisé en disant je vais prendre ça pour faire de la vidéo, notamment parce que c'est très très limité, comment dire ça, en termes d'optique à sélectionner, même si on pourrait mettre
du plein format devant. Si par exemple vous voulez utiliser le 8K, eh ben, c'est totalement possible si une bague d'adaptation existe et transmet l'autofocus, ou même si vous voulez juste faire en manuel, par exemple sur des Canon EF, même s'il faudra quand même un couplage électronique pour avoir l'ouverture dessus. Et on n'aura pas du plein format, mais on aura quelque chose de correct disponible, mais c'est pas comme par exemple du micro 4 tiers ou de la PSC, où on va pouvoir adapter plein de choses dessus pour faire de la vidéo. Il y a vraiment des codecs intéressants, une qualité d'image qui sera très intéressante, avec pour les optiques qui, là, dans son catalogue, une profondeur de champ qui pourrait être vraiment assez géniale, donc même fermer comment dire ça, une image vraiment très belle. En termes de profondeur de champ, hein, je le dis. Et puis voilà. Donc en photo, un appareil photo génial, en vidéo, beaucoup de capacité, mais par contre, il faudra s'attendre à une grosse prise de tête au niveau des, des crop factors. Et c'est ça qui va être un petit peu dommage avec l'appareil photo. Donc c'est un Fuji typique d'aujourd'hui, avec beaucoup de capacité, mais quelques complexités à les mettre en marche. Donc moi je vais vous laisser là-dessus et dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. C'est pas là que